Signe, Camille. Ne me fais pas perdre mon temps. Ronan Marchetti n'élevait pas la voix. Il n'en avait jamais besoin. Car quand vous êtes l'homme le plus craint du nord de Chicago, le silence pèse plus lourd que n'importe quelle menace. Ses yeux gris acier la fixaient de l'autre côté du bureau en chaîne dans son bureau privé. Une pièce tapissée de peintures à l'huile d'homme mort qui avait bâti cet empire dans le sang. Une légère odeur de cigares et de cuir flottait dans l'air, comme un avertissement. Et deux gardes armés se tenaient juste derrière la porte. Car dans ce monde, même une conversation sur le renvoi d'une employée nécessitait des témoins. Camila Reyes avait 22 ans. Elle était assise dans ce manoir de Gold Coast, les mains tremblantes, encore dans ses gants de nettoyage jaunes. Elle portait le même uniforme noir et le même tablier blanc qu'elle avait porté chaque jour pendant 3 ans. 3 ans à arriver avant l'aube et à partir après minuit. À frotter des taches de sang sur le carrelage du couloir sans poser de questions. À garder des secrets qui auraient pu détruire des hommes puissants si seulement elle avait ouvert la bouche. Et elle ne l'a jamais fait. Pas une seule fois. Mais rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. Une semaine plus tôt, 50 000 $ avaient disparu du coffre-fort de cette pièce. Et les caméras n'avaient filmé qu'une seule personne y entrant pendant ce laps de temps. Elle. Car le vrai voleur connaissait chaque angle mort de la maison où il avait grandi. Ronan était assis en face d'elle, dans son costume 3 pièces noires, sans cravate. Sa montre Patek Philippe captait la lumière. Son ordinateur portable était encore ouvert. Comme si mettre fin aux moyens de subsistance de quelqu'un n'était qu'un point de plus à l'ordre du jour entre deux réunions. Sur la table se trouvait sa lettre de démission, rédigée par ses avocats, qui n'attendaient que sa signature. Et caché dans la poche de son tablier, il y avait quelque chose qu'il ne pouvait pas voir. Un test de grossesse avec 2 lignes rouges, qu'elle avait découvert le matin même. Elle portait son enfant. Le résultat d'une nuit, 3 mois plus tôt. Il était rentré à la maison avec un regard vide et du sang sur ses manches, et elle était la seule personne encore éveillée. Une nuit qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Une nuit qu'il avait effacée de sa mémoire au matin. Elle ne pouvait pas le lui dire. Dans son monde, un enfant non désiré avec la gouvernante n'était pas un miracle. C'était une vulnérabilité. Quelque chose que ses ennemis utiliseraient. Quelque chose qui pourrait faire tuer une petite fille avant même qu'elle n'apprenne à marcher. Alors Camille a pris le stylo. Son esprit hurlait, son cœur martelait ses côtes. Et à l'intérieur d'elle, une nouvelle vie venait de commencer à se former. Une vie dont cet homme n'entendrait jamais parler. Les signa. De l'encre bleue sur du papier blanc. Et quelque chose d'invisible entre eux se brisa. Mais ce que Ronan Marchetti ignorait, c'est que ce n'était pas une fin. 6 ans plus tard, le plus puissant chef de la mafia de Chicago se tiendrait seul sous la pluie. Devant un appartement de Pilsen, il supplierait de voir la fille dont il ignorait l'existence. Et la femme qui nettoyait autrefois ses sols serait celle qui déciderait de lui ouvrir la porte. Mais avant d'en arriver là, vous devez entendre ce qui s'est réellement passé. Car la vérité derrière cette signature est bien plus dangereuse que le mensonge qui l'a provoqué. Si cette histoire a déjà capté votre attention, mettez un j'aime et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer la suite. Maintenant, revenons au moment où Camille a franchi cette porte. Car ce qu'elle a fait dans ces dernières secondes a tout changé. Camille se leva lentement de la chaise, les jambes tremblantes. Mais elle se força à se tenir droite. Elle savait que si elle s'effondrait maintenant, elle ne se relèverait jamais. Ronan avait déjà reporté son attention sur l'écran de son ordinateur portable, comme si tout était terminé. Comme si les 3 années qu'elle avait consacrées à cette maison avaient été résumées en une seule signature. Et maintenant, il pouvait passer au point suivant de son emploi du temps. Mais Camille ne sortit pas tout de suite. Elle s'arrêta au milieu de la pièce. Sa main droite toucha la poche de son tablier. Ses doigts trouvèrent le petit morceau de plastique qu'elle y avait caché toute la matinée. Elle le sortit. Le test de grossesse avec ses 2 lignes rouges était encore clairement visible. Il était éclairé par la faible lumière qui filtrait à travers les lourds rideaux. Elle le regarda une dernière fois. Ces 2 lignes rouges parallèles étaient comme 2 routes qui ne se croiseraient jamais. L'une était la vie qu'elle vivait, l'autre, la vie qu'elle aurait dû avoir le droit de vivre. Puis elle le cassa en 2. Le craquement du plastique résonna, sec et vif, dans la pièce silencieuse. Elle le brisa à nouveau en 3 morceaux, puis elle les laissa tomber sur le bord du lourd bureau en chêne, juste devant lui.
Ils se dispersèrent près du tiroir. Le bruit du plastique heurtant le fond était si léger. Mais pour Camille, il pesait plus lourd que n'importe quel son qu'elle avait jamais entendu de sa vie. Ronan leva les yeux. Son regard gris se posa sur elle avec une curiosité froide, le genre de curiosité d'un homme habitué à contrôler chaque détail de son territoire. Qu'est-ce que c'est? Sa voix ne portait aucune émotion. C'était juste une question d'inventaire. Le même ton qu'il utilisait pour interroger son comptable sur une dépense inhabituelle. Camille ne répondit pas. Pour la première fois en 3 ans, elle ne baissa pas la tête face à cette voix. Elle se retourna pour lui faire face. Et dans ses yeux bruns, lourds de larmes, il y avait quelque chose que Ronan n'avait jamais vu chez personne. Pas de la peur, pas de la haine, mais une étrange pitié pour l'homme même qui la renvoyait. « Merci de m'avoir donné 3 ans, Monsieur Marchetti, » dit-elle. Sa voix tremblait, mais chaque mot était clair, comme s'il avait été pesé avant de quitter sa bouche. « J'espère que vous ne vous réveillerez jamais au milieu de la nuit à cause d'une décision que vous avez prise sans jamais avoir eu à entendre la vérité. » La phrase resta en suspens dans l'air épais de cigare entre eux. Ronan ne répondit pas, non pas parce qu'il ignorait ce qu'elle disait, mais parce que quelque chose dans sa voix le laissa sans un seul mot pour la contrer. Et pour un homme qui n'avait jamais manqué de répartie dans aucune négociation, c'était si étrange que c'en était irritant. Camille lui tourna le dos et se dirigea vers la porte. Sa main gantée se referma sur la poignée en laiton. Elle était fraîche sous le caoutchouc qu'elle n'avait pas eu le temps d'enlever. Et elle l'ouvrit. 2 gardes du corps se tenaient dans le couloir. Ils la regardèrent, puis détournèrent les yeux. Car dans ce monde, le départ d'une gouvernante n'était pas le genre de chose dont on se souciait de se souvenir. La porte se referma doucement derrière elle. Pas claqué, pas de façon dramatique. Juste un petit clic lorsque le loquet métallique s'inséra dans le cadre en bois. Mais ce son résonnerait dans la mémoire de Ronan Marchetti des années plus tard, à une fréquence qu'il ne serait jamais capable d'expliquer. Ronan resta assis, immobile, pendant quelques secondes après la fermeture de la porte. Il baissa les yeux sur l'accord portant sa signature. L'encre bleue était encore légèrement brillante, puis il jeta un coup d'œil à la poubelle près de la porte. Quelque chose le poussa à se lever et à regarder à l'intérieur. Mais il ne le fit pas. Car Ronan Marchetti n'était pas le genre d'homme à fouiller dans une poubelle pour comprendre les sentiments d'une gouvernante. Du moins, c'est ce qu'il croyait de lui-même. Au lieu de cela, il se leva et se dirigea vers la fenêtre. Du 2e étage du manoir, à travers l'épaisse vitre pare-balles, il regarda le jardin. La pluie de Chicago tombait à verse. Elle transformait la pelouse verte parfaite en un miroir gris et terne. Et au milieu de ce gris, Camille marchait vers le portail. Elle ne courait pas, elle ne baissait pas la tête, elle ne se protégeait pas de la pluie. Elle marchait droit sur le chemin de pierre d'un pas régulier, comme quelqu'un qui avait l'habitude de porter des choses bien plus lourdes que la pluie. Sa petite silhouette s'estompa derrière le rideau de pluie dense. Elle passa la clôture en fer, passa le portail automatique qui s'ouvrait pour la relâcher dans le monde extérieur au domaine Marchetti, le monde qu'elle s'apprêtait à affronter seule, avec une nouvelle vie grandissant en elle. Ronan resta là jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Il ne savait pas pourquoi il était resté si longtemps. Il avait déjà renvoyé des gens, rompu avec des partenaires. Il avait pris des décisions 100 fois plus froides sans jamais regarder en arrière. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. Quelque chose dans ses derniers mots, dans la façon dont elle l'avait regardé avec pitié au lieu de haine, dans le bruit de plastique qui craque qu'il n'avait pas compris. Il retourna au bureau, s'assit, rapprocha l'ordinateur portable, et il se força à se replonger dans les chiffres, les appels, les ordres. Car c'était ainsi que Ronan Marchetti gérait tout ce qu'il ne voulait pas ressentir. Il travaillait jusqu'à ce que le sentiment meure. Mais cette nuit-là, quand tout le manoir sombra dans le silence, et qu'il était allongé seul dans un lit trop grand pour une personne, les mots de Camille revinrent comme un battement de cœur non invité. « J'espère que vous ne vous réveillerez jamais au milieu de la nuit. » Il ouvrit les yeux et fixa le plafond dans le noir. Et pour la première fois, il se demanda s'il avait manqué quelque chose qu'il aurait dû voir. Mais la question vint et repartit, car Ronan Marchetti n'avait jamais été un homme qui acceptait de pouvoir avoir tort. Et il fallut que 6 ans passent avant qu'il ne comprenne enfin que cette nuit-là, ce qui l'avait poussé hors du portail du manoir n'était pas seulement une femme en uniforme trempée par la pluie.
mais tout ce dont il ignorait avoir besoin. Cette nuit-là, le manoir Marchetti était illuminé comme tous les autres soirs. Le chef privé dressa le dîner sur une longue table avec assez de place pour 12 personnes. Pourtant, une seule assiette était placée au bout, à la place que Ronan prenait toujours. Il faisait face au mur blanc de l'autre côté, comme si ce vide était le seul compagnon qui l'autorisait à ses repas. Il coupa son steak, leva son verre de vin, mâcha lentement. Tout était précis et contrôlé, de la même manière qu'il dirigeait chaque recoin de l'Empire Marchetti. Son téléphone vibra au milieu du dîner. Il le prit sans vérifier le nom de l'appelant, car à son poste, seule une poignée de personnes étaient autorisées à appeler à cette heure, et chacun de ces appels signifiait de l'argent ou des ennuis. Tommaso, son oncle, signala qu'une cargaison devait passer par Southport avant l'aube. Il y avait un problème avec l'équipe de transport et ils avaient besoin de sa décision. Ronan posa son verre de vin, donna des instructions calmes et claires en moins de 2 minutes, puis mit fin à l'appel. Pas d'hésitation, pas de pesée d'options, pas de perte de sommeil pour des choix liés à des centaines de milliers de dollars et à des risques que les gens ordinaires n'oseraient jamais imaginer. Il retourna à son repas, coupa un autre morceau de viande, et la vie continuait de tourner autour de lui, parfaitement, sans heurts, froidement. Aussi exact qu'une machine programmée pour ne jamais s'arrêter pour personne. Mais quand le dîner se termina et qu'il descendit le couloir vers son bureau, ses pieds s'arrêtèrent à la porte de la pièce d'où Camille était sorti quelques heures plus tôt. Il n'entra pas tout de suite. Il resta là quelques secondes, les yeux baissés sur le tapis où elle s'était assise. Et ses derniers mots remontèrent dans son esprit comme un écho dans une pièce vide. Il prit une profonde inspiration, poussa la porte, s'assit, ouvrit l'ordinateur portable et noya tout dans le travail. Car Ronan Marchetti croyait que tout sentiment qui ne servait à rien était une faiblesse. Et dans son monde, la faiblesse n'était pas seulement inutile, elle était mortelle. Pendant ce temps, à près de 15 miles au sud-ouest du manoir de Gold Coast, Camille se tenait à un arrêt de bus sur Ashland, trempé de la tête aux pieds. La pluie ne cessait pas, et le vent du lac Michigan coupait de côté à travers l'abri de bus où un coin de la vitre était cassé. Elle portait toujours son uniforme noir, toujours le tablier blanc maintenant devenu gris à cause de l'eau de pluie. Les gants en caoutchouc jaune étaient enfourrés dans la poche du mince manteau qu'elle avait enfilé avant de quitter le manoir. Le dernier bus de la CTA de la nuit arriva avec 10 minutes de retard. Et pendant ces 10 minutes, Camille se tint seule sous un lampadaire vacillant, une main posée sur son ventre, non pas à cause de la douleur, mais par instinct, comme si elle protégeait la seule chose qui lui restait dans ce monde et qui lui appartenait vraiment. Le bus arriva presque vide. Elle s'assit au dernier rang, près de la fenêtre, le front contre la vitre froide. Elle regardait la ville de Chicago défiler à l'extérieur. Les gratte-ciels lumineux du centre-ville laissèrent lentement la place à des bâtiments plus bas, plus anciens, plus sombres, à mesure que le bus s'enfonçait vers le sud. Des enseignes aux néons d'épicerie de nuit, des grilles métalliques tirées sur des magasins fermés, des peintures murales de graffiti sur des murs de briques trempés par la pluie. C'était Pilsen, le quartier que Camille appelait sa maison depuis son enfance, là où l'espagnol résonnait à chaque coin de rue, et où l'odeur du pain sucré des panaderias familières lui était plus familière que n'importe quel parfum cher du manoir Marchetti. Elle descendit au coin de la 18e rue et se dépêcha de parcourir 2 pâtés de maisons jusqu'au vieil appartement. Il se trouvait au 3e étage d'un immeuble en briques rouges construit dans les années 1950. Les escaliers en béton étaient humides et moisis, la rampe en fer était lâche, la lumière du couloir vacillait comme si elle allait s'éteindre. Elle entra avec la clé de rechange. Tante Pollard la gardait sous le pot de fleurs près de la porte. À l'intérieur, le petit appartement était silencieux. Tante Pollard dormait, sa respiration lourde provenant de la chambre du fond. La respiration d'une femme de 52 ans dont le diabète avait volé presque toute sa force. Camille n'alluma pas les lumières. Elle entra dans la petite chambre que sa tante lui laissait utiliser. Un lit simple, une vieille commode en aggloméré, une fenêtre donnant sur la ruelle derrière l'immeuble, où les chats errants pleuraient parfois la nuit. Elle s'assit sur le bord du lit, encore mouillée, encore froide. Elle sortit de la poche de son manteau la copie de l'accord qu'elle avait signé quelques heures plus tôt. Elle fixa sa signature, l'encre bleue légèrement bavée au coin à cause des larmes. Et pour la première fois depuis qu'elle était sortie de cette pièce,
Elle laissa la peur l'envahir complètement. Pas la peur d'être pauvre, pas la peur d'être seule, la peur pour la vie à l'intérieur d'elle. Elle savait qui était Ronan Marchetti. Elle savait comment son monde fonctionnait, car elle y avait vécu pendant 3 ans, nettoyant les traces que ce monde laissait derrière lui. Elle savait que dans ce monde, un enfant illégitime d'un chef de la mafia n'était pas une bénédiction. C'était une pièce d'échec. Les ennemis utiliseraient l'enfant comme moyen de pression. Les alliés utiliseraient l'enfant pour négocier. Et Ronan lui-même, que ferait-il? Garder le bébé? Cacher le bébé? Transformer le bébé en un autre secret parmi les centaines de secrets que la famille Marchetti enterrait sous les fondations de leur manoir de Gold Coast? Camille plia l'accord, le glissa dans le tiroir de la table de chevet et posa sa main sur son ventre. Son ventre était plat. Aucun signe de quoi que ce soit à l'extérieur. Mais à l'intérieur, ce petit cœur battait, et chaque battement était une raison pour elle de prendre la décision la plus importante de sa vie. Elle ne le dirait pas à Ronan, non pas parce qu'elle le détestait, non pas parce qu'elle voulait se venger, parce qu'elle voulait se protéger. Elle disparaîtrait de tout ce qui était lié au nom Marchetti. Elle élèverait cet enfant seul. Dans son monde, le monde des bus de nuit, des vieux appartements, des petits salaires propres. Un monde où personne ne se faisait tirer dessus pour en savoir trop, et où aucun enfant n'avait à grandir derrière des vitres par balles. Elle s'allongea, ramenant la fine couverture sur sa poitrine. Et dans l'obscurité de cette petite chambre de Pilsen, à peine à 15 miles du manoir de Gold Coast, mais aussi éloigné que deux planètes différentes, Camila Reyes ferma les yeux avec une certitude qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Elle serait plus forte que la peur. Elle devait être plus forte. Car maintenant, elle ne vivait plus seulement pour elle-même. Dans des semaines qui suivirent, Camille frappa à porte après porte. Elle demanda du travail dans un restaurant de la 18e rue. Le gérant regarda son ventre et secoua la tête, sans même la laisser finir sa phrase. La laverie automatique au coin d'Ashland dit qu'ils avaient déjà assez d'ondes. L'épicerie de Blue Island avait besoin d'un travailleur de nuit. Mais quand elle revint une deuxième fois avec une chemise ample qui ne pouvait plus cacher son ventre de 4 mois, on lui dit que le poste avait été pourvu. Chaque fois qu'on la refusait, Camille ravalait ses larmes et passait à la porte suivante, car elle n'avait pas le droit de s'arrêter, car à l'intérieur d'elle, il y avait quelqu'un qui attendait qu'elle n'abandonne pas. Finalement, elle trouva un travail de nettoyage de bureau pour une petite entreprise du centre-ville. Un service de 10 heures du soir à 4 heures du matin, payé en espèces chaque semaine, juste assez pour couvrir sa part du loyer à Tante Pollard et acheter de la nourriture de Mums. Mais le prix du ticket de bus de la CTA chaque jour était quelque chose qu'elle ne pouvait pas se permettre si elle voulait économiser pour les mois après la naissance du bébé. Alors elle marchait 40 minutes chaque après-midi de Pilsen au centre-ville et 40 minutes pour rentrer à l'aube. Son ventre s'alourdissait de jour en jour, les semelles de ses chaussures s'usaient, mais ses pas ne ralentissaient jamais. Puis l'hiver de Chicago arriva. Pas le genre de froid que les gens d'ailleurs peuvent même imaginer, mais le genre qui coupe la peau et la chair. Le genre où le vent du lac Michigan tranche chaque couche de vêtements comme si le tissu n'existait pas. Une nuit de janvier, la température chuta à moins 15 degrés. Camille rentrait chez elle sur Halstead quand ses jambes cessèrent de lui obéir. Sa vision se brouilla, ses oreilles bourdonnèrent. Son ventre de 6 mois l'attira vers l'avant. Elle chancela, s'agrippa à un lampadaire, glissa le long, le dos contre le béton. La neige s'infiltrait à travers son pantalon. Elle essaya d'appeler quelqu'un, mais la rue était déserte à 3 heures du matin, et sa voix était si faible que son souffle se transforma en fumée blanche et disparut instantanément dans l'air glacial. Elle ne savait pas combien de temps elle était restée assise là. Peut-être 5 minutes, peut-être 15. Mais quand elle entendit des pas et sentit une main chaude se poser sur son épaule, elle crut qu'elle devait rêver. Le père Miguel Cortez, le prêtre de l'église Saint-Pierre de Pilsen, revenait après avoir rendu visite à un paroissien gravement malade. Il la vit recroquevillée au pied du lampadaire, enceinte, les lèvres violettes. Et il ne posa pas une seule question. Il l'aida à se relever, drapa son épais manteau de laine sur ses épaules et la raccompagna à l'église. Il l'installa près du chauffage dans la salle commune, lui apporta un bol de soupe chaude et attendit que la couleur revienne sur son visage. « Tu n'as rien à expliquer, dit-il en espagnol doux. Tu dois seulement savoir que tu n'es pas seul. » À partir de cette nuit-là,
Le père Miguel devint l'encre spirituelle que Camille ne s'attendait pas à trouver. Il ne lui donna pas beaucoup d'argent car l'Église était pauvre aussi. Mais il lui donna de la nourriture de la banque alimentaire communautaire chaque semaine. Il lui offrit un endroit chaud pour s'asseoir et se reposer chaque fois que Chicago était trop froid pour marcher. Et il lui donna ce que personne d'autre ne pouvait lui donner alors. La foi qu'elle faisait ce qu'il fallait. Tante Pollard essaya aussi d'aider à sa manière. Le diabète l'affaiblissait de jour en jour. Ses jambes étaient si enflées qu'elle ne pouvait pas aller loin. Mais les soirs où les nausées de Camille étaient si fortes qu'elle ne pouvait pas lever la tête de l'oreiller, Pollard s'asseyait à côté d'elle. Elle lui frottait le dos avec des mains tremblantes. Elle lui racontait de vieilles histoires sur la mère de Camille, sur la force qu'elle avait eue en portant Camille seule à Porto Rico avant de venir à Chicago. Comme si la force était quelque chose qui coulait dans le sang des femmes de cette famille. Un après-midi, Camille passa devant une friperie sur la 19e rue et vit une pelote de laine blanc crème pour 50 centimes. Elle resta devant la porte quelques secondes, puis entra et l'acheta. Cette nuit-là, assise sur le lit de sa petite chambre, elle commença à tricoter un minuscule bonnet. Elle n'était pas douée pour le tricot. Les mailles étaient inégales, lâches par endroits et serrées à d'autres. Mais elle continua, lentement, patiemment, et pendant qu'elle tricotait, elle parlait à son ventre de 7 mois. « Je te promets que tu ne manqueras pas d'amour. Pour le reste, je trouverai un moyen. Mais l'amour, tu en auras plus qu'assez, car j'en ai assez pour nous deux. » Ce petit bonnet était laid, difforme, mais Camille l'avait fait avec les derniers centimes qu'elle pouvait épargner, et avec la seule chose que personne ne pouvait lui enlever, l'espoir. La première contraction la frappa à 2 heures du matin, une nuit de novembre. Le vent de Chicago hurlait à l'extérieur de la fenêtre de l'appartement à Pilsen. Camille sut qu'il était temps. Elle appela une ambulance car personne ne pouvait la conduire. Et pendant qu'elle attendait, elle glissa dans son sac le bonnet en tricot blanc, crème difforme sur lequel elle travaillait depuis 2 mois, car c'était la seule chose qu'elle avait pu préparer pour le bébé qui allait arriver. Tante Pollard se réveilla au son de la sirène de l'ambulance. Ses pieds enflés la portèrent dans le couloir. Elle prit la main de Camille et dit qu'elle suivrait avec le premier bus. Mais Camille savait que le dernier bus de la CTA était passé des heures auparavant et que le premier ne viendrait pas avant quelques heures de plus. Elle hocha la tête, fit un sourire rassurant à sa tante, puis monta seule dans l'ambulance. L'hôpital Strugger, à 3 heures du matin, était un monde de néons blancs et froids, de machines au bip réguliers et de longs couloirs. Camille fut poussée sur un brancard alors que la douleur la déchirait par vagues. La salle d'accouchement était bondée. C'était le plus grand hôpital public de Chicago. Et chaque nuit, des femmes venaient d'y accoucher, beaucoup d'entre elles seules comme elle. Une infirmière nommée Rosa, une femme mexicaine d'âge moyen aux mains chaudes et à la voix douce, resta aux côtés de Camille pendant tout le travail. Quand la douleur atteignit son paroxysme et que Camille eut besoin de tenir la main de quelqu'un, pas la main de sa mère car elle était partie, pas la main de l'homme qui aurait dû être là car il ne savait pas et ne le saurait jamais, elle attrapa la main de Rosa. Elle serra si fort que ses jointures devinrent blanches. Et Rosa serra en retour comme si c'était la chose la plus ordinaire du monde, car pour elle, ça l'était. Car à l'hôpital Strugger, il y avait bien trop de mères qui mettaient au monde des enfants sans personne à leur côté, à part une infirmière. Amelia naquit à 5h47 du matin. Son premier cri traversa la pièce comme une déclaration. Elle était arrivée, elle était vivante, elle était là malgré tout. L'infirmière posa Amelia sur la poitrine de Camille. Et à ce moment-là, le monde s'arrêta de tourner. Camille baissa les yeux sur le minuscule bébé qui reposait contre elle. Des cheveux noirs mouillés collés à son crâne, une peau rosée et rouge, de petites poings serrées comme si elle s'accrochait à quelque chose d'invisible. Et puis Amelia ouvrit les yeux. Des yeux gris-vert, pas bruns comme ceux de Camille, pas sombres comme ceux de Tante Pollard ou de quiconque dans la famille Reyes. Gris-vert, clair et profond. Les yeux de Ronan Marchetti la regardaient depuis le petit visage de sa fille. Camille pleura. Pas de tristesse, pas de peur. Elle pleura parce qu'elle comprit que peu importe la distance qu'elle mettrait, peu importe à quel point elle effacerait complètement le nom Marchetti de sa vie, ses yeux lui rappelleraient chaque jour l'homme à qui elle avait choisi de ne rien dire. Elle serra Amelia plus fort, pressa ses lèvres sur le front de son bébé et murmura d'une voix destinée à elle deux seules. « Tu es à moi, seulement à moi. »
Quelques heures plus tard, quand Tante Pollard arriva enfin à l'hôpital, les yeux rougis et le souffle court d'avoir dû marcher une partie du chemin depuis l'arrêt de bus, un membre du personnel administratif apporta le formulaire d'acte de naissance à remplir pour Camille. Elle écrivit chaque ligne au stylo à billes bleues, les mains encore tremblantes de fatigue. Le nom de l'enfant, Amelia Reyes. Date de naissance, lieu de naissance. Nom de la mère, Camille Reyes. Puis elle arriva à la ligne pour le père. Une case vide. La pointe de son stylo plana sur le papier. Elle fixa cette ligne vide pendant un long moment. Non pas parce qu'elle ne savait pas quoi écrire, mais parce qu'elle savait exactement quel nom y appartenait et qu'elle choisissait de la laisser vide. Elle prit une inspiration, sauta la ligne et signa son nom sous celui de la mère. Une signature portant le poids des 2 rôles qu'elle venait de revendiquer. Puis elle rendit le papier aux membres du personnel sans même regarder en arrière. 6 ans peuvent passer très vite sur un calendrier. Mais quand chaque jour est une bataille, 6 ans peuvent sembler une vie entière. Dans les premiers mois après la naissance d'Amelia, Camille tenait son bébé d'un bras et frottait les sols des bureaux de l'autre, au sens figuré. Mais en vérité, ce n'était pas très différent. La nuit, elle nettoyait toujours au centre-ville, laissant Amelia avec Tante Pollard dans leur petit appartement de Pilsen. Pendant la journée, quand Amelia faisait la sieste, Camille se rendait au centre communautaire de Pilsen pour s'inscrire à un cours gratuit de gestion d'entreprise pour les femmes à faible revenu. Elle s'asseyait parmi d'autres femmes immigrées, beaucoup d'entre elles ne parlant pas couramment l'anglais, beaucoup d'entre elles amenant de jeunes enfants en classe. Et elle apprit à tenir des comptes, à calculer les impôts, à enregistrer une petite entreprise dans l'État de l'Illinois. Elle n'était pas la meilleure élève, mais elle était celle qui ne manquait jamais un jour. Après 3 ans de travail pour d'autres personnes, quand Amelia commença la maternelle et que Camille avait accumulé à la fois de l'expérience et un petit pécule en vivant si frugalement qu'elle ne dépensait presque rien au-delà du loyer et de la nourriture, elle enregistra Olympia Services, sa propre entreprise de nettoyage. Ses 2 premiers clients furent un cabinet dentaire et un petit cabinet comptable, tous 2 à Pilsen. Tous 2 prêts à lui faire confiance car ils avaient vu comment elle travaillait depuis 3 ans. Camille ne promit rien de grandiose. Elle promit seulement qu'elle nettoierait bien et qu'elle le ferait correctement. Et elle tint cette promesse. Lentement, un client en recommanda un autre. En 1 an, elle embaucha sa première employée, une mère célibataire guatémaltèque nommée Maria, qu'elle avait rencontrée au centre communautaire. Puis une autre, puis une autre. Au moment où Amelia avait 5 ans, Olympia Service comptait 8 employés. Toutes des mères célibataires ou des immigrantes comme elle, des femmes que d'autres endroits avaient refusées. Mais Camille choisit de leur donner une chance. Elle ne payait pas les salaires les plus élevés du marché, mais elle payait à temps. Elle acheta une assurance pour chaque femme dès qu'elle put se le permettre. Et elle ne méprisa jamais personne, car elle savait exactement ce que ce sentiment faisait à une personne. Amelia grandit dans cet appartement, petit mais propre. Les murs étaient couverts de photos de papillons que Camille découpait dans de vieux magazines. Un lit jumeau était poussé contre le mur, avec le bonnet en tricot blanc crème difforme posé sur la table de chevet comme un souvenir. Tante Pollard, bien que sa santé ne cesse de s'affaiblir, accueillait toujours Amelia chaque après-midi quand Camille partait travailler. Elle lui apprenait à cuisiner du riz en espagnol et lui racontait des histoires sur Porto Rico. Amelia parlait les 2 langues avant de commencer la première année. Et elle avait des yeux gris-verts que personne à Pilsen ne pouvait expliquer. Des yeux qui ne correspondaient à personne dans la famille Reyes. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, 6 ans pour Ronan Marchetti signifiait 6 ans d'expansion d'un empire. Marchetti Holdings prit le contrôle de 3 autres grands projets immobiliers le long de la rivière Chicago. Il développa le réseau légitime qui protégeait les opérations illégales en dessous. Son nom apparut dans les magazines d'affaires avec le titre d'entrepreneur à succès. Mais dans le monde souterrain, tout le monde comprenait le vrai poids derrière ce nom. Il se maria 2 ans après le départ de Camille. Un mariage arrangé avec la fille d'une famille alliée de l'Est. Le genre d'alliance politique que le monde de la mafia appelait la sécurisation du territoire. Le mariage dura 2 ans, puis se termina par des papiers de divorce et un règlement important. Car sa femme disait qu'elle ne pouvait pas vivre avec un homme qui ne relâchait pas sa vigilance, même dans son sommeil. Après cela, il y eut quelques autres relations, aucune ne durant plus de quelques mois.
Chaque femme disait la même chose avant de partir. Tu ne sais pas faire confiance à qui que ce soit. Ronan ne discutait pas car il savait qu'elles avaient raison. Mais il ne changea pas non plus. Car dans son monde, faire confiance aux gens n'était pas une vertu. C'était un risque. Le manoir de Gold Coast était toujours illuminé chaque nuit, toujours impeccable, toujours parfait jusqu'au dernier détail. Mais il devenait de plus en plus silencieux. Le dîner était toujours une seule assiette au bout de la table. Le salon ne contenait toujours aucun rire. Et parfois, tard dans la nuit, quand il s'asseyait seul dans son bureau avec un verre de whisky à moitié vide et que l'écran de l'ordinateur portable projetait une lumière bleue sur son visage, le souvenir de cet après-midi revenait. Pas tout, juste un moment. Les yeux de Camille quand elle se tenait à la porte et disait au revoir. Il avait vu des yeux toute sa vie, des yeux remplis de peur, de haine, de supplication. Mais ces yeux n'étaient d'aucun type qu'il reconnaissait. Ce n'étaient pas les yeux de quelqu'un de coupable. C'étaient les yeux de la déception. Une profonde déception réservée à quelqu'un qu'elle avait un jour cru pouvoir être meilleur que ça. Et étrangement, cela hantait Ronan Marchetti plus que n'importe quel ennemi encerclant son territoire. Car les ennemis étaient quelque chose qu'il savait gérer. Mais la déception dans les yeux d'une femme qu'il avait renvoyée était quelque chose dont il ne savait que faire. Le changement ne commença pas par la conscience. Il commença avec le FBI. 6 ans après le départ de Camille, les enquêteurs fédéraux augmentèrent la pression sur la piste du blanchiment d'argent qui passait par le système immobilier de Marchetti Holdings. 2 citations à comparaître arrivèrent la même semaine. Les procureurs fédéraux commencèrent à convoquer des témoins. Et un compte intermédiaire aux îles Caïmans fut gelé sans avertissement. Ronan comprit que s'il voulait que l'Empire reste debout, il devait savoir exactement où chaque dollar était allé au cours des 10 dernières années. Non pas pour pouvoir avouer honnêtement au FBI, mais pour pouvoir voir ce qui devait être enterré plus profondément et ce qui pouvait être sacrifié. Il appela Yolena Vulov, son avocate personnelle et son bras droit en finance. Il ordonna un audit interne complet, de haut en bas. Yolena passa 3 semaines à fouiller des milliers de transactions. Et ce qu'elle trouva n'était pas ce à quoi Ronan s'attendait. Un schéma de retrait d'espèces inhabituelles s'étalant sur des années. Chacun assez petit pour éviter de déclencher des alertes automatiques. Mais ensemble, ils totalisaient des centaines de milliers de dollars. Tout cela remontait à une seule personne ayant accès au système financier interne de la famille, en plus de Ronan lui-même, Gianni Marchetti. Yolena posa le rapport sur le bureau de Ronan tard un soir, le regarda droit dans les yeux et dit « 50 000 dollars il y a 6 ans, ce n'était pas la seule fois, c'était juste la première fois. » Ronan lut ligne par ligne. Les chiffres ne mentaient pas. Gianni avait siphonné de l'argent d'un coffre-fort secondaire, de comptes d'exploitation, du fonds noir réservé au travail clandestin. Tout cela pour payer des dettes de jeu à une organisation d'usuriers liée au syndicat Volkov. Un réseau mafieux d'Europe de l'Est en concurrence avec la famille des Marchetti pour le territoire du sud de Chicago. Son frère n'avait pas seulement volé la famille. Il avait indirectement financé un ennemi. Ronan ferma le rapport, resta silencieux pendant un long moment, puis ne dit que 2 mots à Yolena. « Amène-le !» Gianni se présenta au manoir de Gold Coast à 10 heures ce soir-là, ignorant de tout. Il souriait encore en entrant, comme il le faisait toujours lorsqu'il rendait visite à son frère. Mais au lieu d'être conduit au salon, 2 gardes du corps l'emmenèrent au sous-sol. Le sous-sol du manoir Marchetti n'était pas pour le vent. Des murs en béton nu, des lumières blanches et froides, une table en acier et 2 chaises. C'est là que la famille Marchetti gérait les problèmes qui n'apparaissaient jamais sur le papier. Ronan était déjà assis là, le rapport de Yolena ouvert sur la table. Quand Gianni vit les chiffres, son sourire mourut. « Frère, laisse-moi t'expliquer. Assieds-toi. » La voix de Ronan n'était pas forte, mais Gianni s'assit immédiatement, car il connaissait cette voix. La voix que Ronan utilisait avant que des choses irréversibles ne se produisent. Ronan ne posa pas beaucoup de questions. Il fit glisser le rapport sur la table et attendit. Gianni essaya de nier pendant les 5 premières minutes. Puis il expliqua pendant les 10 suivantes. Et quand Ronan ne parla toujours pas, le regardant seulement avec des yeux gris aussi froids que le béton sous leurs pieds, Gianni craqua. Il avoua tout. Des dettes de jeu depuis ses 25 ans, des nuits à tout perdre à des tables clandestines, des usuriers menaçant de lui briser les doigts un par un s'il ne payait pas,
et le désespoir le conduisant au coffre-fort de son frère. Ronan écouta, prit une lente inspiration, puis posa la question finale. Il y a 6 ans, a-t-elle pris l'argent? Silence. Gianni baissa la tête. Non. Tu le savais depuis le début. Ce n'était qu'une gouvernante, dit Gianni sans oser lever les yeux. Qui l'aurait cru? Je pensais que tu ne le découvrirais jamais et que tout passerait. La pièce en béton était si silencieuse qu'il pouvait entendre l'eau goutter d'un tuyau au plafond. Ronan regarda son frère, l'homme qui partageait son sang, son nom, qui avait grandi dans cette maison avec lui. Et il vit la chose qu'il détestait le plus au monde, son père. Le vieil homme Marchetti avait été comme ça aussi, utilisant les impuissants comme sacrifice pour ses propres erreurs, punissant ceux qui n'avaient aucune capacité à se défendre pour protéger ceux qui lui étaient les plus proches. Ronan avait juré qu'il ne deviendrait jamais comme lui. Mais il y a 6 ans, il avait fait exactement cela sans même s'en rendre compte. Il avait jeté une femme innocente sans enquêter, sans écouter, sans lui donner la moindre chance de dire la vérité, juste parce qu'elle était la personne la plus faible dans la pièce. Et dans son monde, les plus faibles portaient toujours le blâme. Ronan se leva, regarda Gianni une dernière fois. « Tu as 24 heures pour disparaître de Chicago. Chaque compte, chaque carte, chaque point d'accès connecté à la famille est coupé immédiatement. Tu n'es plus un Marchetti. » Gianni ouvrit la bouche pour dire quelque chose, puis croisa le regard de son frère et s'arrêta. Car il comprit que le fait que Ronan le laisse sortir de ce sous-sol sur ses 2 jambes était la dernière pitié qu'il recevrait jamais. Quand Gianni partit, Ronan resta seul dans le sous-sol froid en béton. Et pour la première fois en 6 ans, le visage de Camille Reyes ne revint pas dans sa mémoire comme une image floue. Il revint clair, net, douloureux. Avec la compréhension qu'il lui devait quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pourrait jamais rembourser. Après que Gianni eut quitté le sous-sol, Ronan ne monta pas dans sa chambre. Il retourna à son bureau au 2e étage. Il avait besoin d'être seul avec la vérité qui venait d'être exposée. Il avait besoin de s'asseoir dans la pièce même où, il y a 6 ans, il avait forcé une femme innocente à signer la sentence qu'elle ne méritait pas. Il s'assit dans son fauteuil, n'alluma pas l'ordinateur portable, ne se versa pas de verre. Il resta simplement assis dans le noir tandis que les lampadaires filtraient par la fenêtre et projetaient de longues bandes de lumière sur le plancher en bois. Puis il commença à nettoyer. Non pas parce que la pièce en avait besoin, mais parce qu'il avait besoin de faire quelque chose de ses mains pour que son esprit n'explose pas. Il ouvrit le tiroir du bureau, feuilleta de vieux papiers, des contrats expirés, des cartes de visite qu'il n'utilisait plus. Et quand il tira le tiroir jusqu'au bout et le souleva pour le mettre de côté, quelque chose de petit tomba d'un étroit interstice entre le fond du tiroir et le cadre du bureau, où il était coincé depuis des années. Ronan le ramassa. Un petit morceau de plastique blanc, d'environ 1,5 pouce de long. Sa surface était légèrement jaunie par le temps. Il faillit le jeter, mais sous la lumière du lampadaire qui entrait par la fenêtre, il vit une faible ligne rose traversant le plastique. Sa main se figea. Un flash d'il y a 6 ans jaillit dans son esprit. Pas net, mais assez clair pour se souvenir. Camille se tenant près de la porte, sortant quelque chose de la poche de son tablier, le regardant, puis le cassant. Le craquement sec du plastique dans une pièce silencieuse. Il avait demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Et elle n'avait pas répondu. À l'époque, il ne s'en était pas assez soucié pour redemander. Maintenant, il tenait le plastique entre 2 doigts et pour la première fois, il s'en souciait. Il ouvrit son téléphone et chercha des images de tests de grossesse. L'écran se remplit de résultats, des bâtonnets en plastique blanc avec de petites fenêtres montrant 1 ou 2 lignes roses. Il regarda le morceau dans sa main, puis de nouveau l'écran. La ligne rose, le même genre de plastique, la même taille. Son cœur se mit à battre plus fort, pas le genre de battement qu'il ressentait face au danger, mais le genre qui venait quand le sol sous lui commençait à bouger et que tout ce qu'il pensait savoir devenait soudain incertain. Elle était enceinte ce jour-là. La pensée le frappa avec un poids qu'il n'était pas préparé à recevoir. Il posa le plastique sur le bureau, prit son téléphone et appela Yolena. Il était presque 1 heure du matin, mais Yolena répondit à la 2e sonnerie. Car quand Ronan Marchetti appelait à 1 heure du matin, ce n'était pas un appel qui pouvait attendre le jour. « J'ai besoin que tu trouves quelqu'un, dit-il. Camille Reyes,
Elle a travaillé ici il y a 6 ans. Trouve tout sur elle au cours des 6 dernières années, où elle vit, son travail, sa famille, tout, et ne la laisse pas savoir. Yolena ne demanda pas pourquoi, car elle ne demandait jamais pourquoi. Elle ne demanda qu'un délai. 2 jours, dit Ronan, puis il raccrocha. Yolena termina en 1 jour et demi. Le rapport était sur le bureau de Ronan l'après-midi suivant. Net, détaillé, froidement précis, comme tous les rapports que Yolena avait jamais produits. Camille Reyes, 28 ans, résident à Pilsen, Chicago. Propriétaire d'Olympia Services, une entreprise de nettoyage industriel légalement enregistrée dans l'État de l'Illinois. 8 employés. Une fille nommée Amelia Reyes, 5 ans, inscrite à l'Académie Arosco, une école primaire publique de Pilsen. L'acte de naissance indiquait père comme étant blanc. Ronan lut cette ligne 2 fois. 5 ans. Elle était enceinte il y a 6 ans. Un enfant de 5 ans. Des chiffres s'emboîtaient avec une clarté impitoyable. Il tourna la page suivante et s'arrêta. Yolena avait joint une photo tirée des réseaux sociaux d'Olympia Service. Elle avait été prise lors de la journée familiale de l'entreprise. Camille se tenait au milieu de ses employés, souriante, et à côté d'elle se trouvait une petite fille en robe à fleurs, des cheveux noirs épais, un petit menton et des yeux gris-vert fixant droit l'appareil photo sans la moindre timidité. Ronan fixa la photo et le monde s'arrêta. Ses yeux. Il connaissait ses yeux car il les voyait chaque matin dans le miroir. Ce visage, ce menton, la façon dont l'enfant regardait droit l'objectif sans crainte, c'était exactement la façon dont il regardait n'importe qui dans les yeux sans ciller. Il posa le rapport, se leva et sortit sur le balcon. Chicago s'étendait sous lui. Des millions de lumières scintillant dans la nuit. Et quelque part dans cette vaste ville, dans un petit appartement de Pilsen, il y avait un enfant de 5 ans avec ses yeux, dormant sans savoir qui était son père. Ronan agrippa la balustrade du balcon à 2 mains. Et pour la première fois de sa vie, ses mains qui avaient signé des ordres pour régler des problèmes que la plupart des gens n'osaient jamais imaginer, des mains qui n'avaient jamais tremblé devant aucun ennemi, se mirent à trembler. Ronan n'avait même pas décidé quoi faire ensuite quand le destin s'en chargea pour lui. 2 semaines après la nuit où il se tenait sur le balcon, regardant Chicago avec des mains tremblantes, Benny Tran, le gérant de l'immeuble de bureau de 18 étages de Marchetti Holdings à River North, soumet un nouveau contrat de nettoyage au service administratif. Le soumissionnaire gagnant était Olympia Services. Le prix le plus compétitif parmi 4 fournisseurs, les meilleures évaluations des clients précédents, des dossiers légaux propres. Benny ne connaissait pas le lien entre la propriétaire de l'entreprise et son propre patron, car pour lui, c'était juste une décision opérationnelle de routine. Choisir le meilleur entrepreneur au coût le plus bas. Le contrat fut signé et le nom de Camille Reyes apparut sur les documents internes de Marchetti Holdings avant que Ronan n'ait eu la chance de le voir. Camille le découvrit avant Ronan. Le premier jour, elle vint à l'immeuble de River North pour inspecter les lieux avant d'amener son équipe. Elle franchit les portes vitrées du hall principal et vit le nom sur la plaque de laiton montée sur le mur de marbre. Marchetti Holdings. Ses pas s'arrêtèrent. Pendant 6 ans, elle avait construit une vie loin de ce nom. Et maintenant, il était juste devant elle, gravé dans le laiton, poli, brillant, impossible à ignorer. Son premier instinct fut d'annuler le contrat, de retourner à Pilsen, d'appeler Benny Tran et de dire qu'elle se retirait. De trouver un autre contrat, n'importe quel contrat, non lié au nom Marchetti. Mais ensuite, elle pensa aux 8 employés qui attendaient qu'elle leur apporte du travail. C'était son plus gros contrat à ce jour, assez grand pour embaucher 5 personnes de plus. Assez grand pour enfin acheter une assurance maladie pour toute l'équipe. La seule chose qu'elle leur avait promise depuis le début, mais qu'elle n'avait jamais eu l'argent pour réaliser. Elle resta dans le hall, fixant le nom sur le mur. Puis elle prit une profonde inspiration. Elle n'était plus la jeune fille de 22 ans tremblant dans des gants en caoutchouc jaune. Elle était une chef d'entreprise. Elle avait un contrat légitime et elle n'allait plus laisser la peur prendre des décisions pour elle. Elle garda le contrat. Pendant les 2 premières semaines, tout se passa normalement. L'équipe de Camille travaillait tard le soir et la nuit, après les heures de bureau. Les chances de croiser Ronan étaient donc proches de 0. Camille venait superviser 1 fois par semaine l'après-midi, vérifiait la qualité, signait des papiers avec Benny Tran, puis partait avant que l'étage supérieur,
où travaillait Ronan ne puisse même savoir qu'elle avait été dans le bâtiment. Elle pensait pouvoir garder cette distance pour toujours. Puis, un mardi après-midi de la troisième semaine, le système de gicleur d'incendie du 9e étage fonctionna mal et déclencha l'alarme pour tout le bâtiment. Des lumières rouges clignotèrent, les haut-parleurs hurlèrent des annonces d'évacuation, et plus de 300 personnes commencèrent à inonder les cages d'escalier car les ascenseurs se verrouillaient automatiquement en vertu du protocole de sécurité. Camille était au 12e étage, vérifiant une zone qui venait d'être nettoyée. Ronan était au 15e étage, en réunion avec Yolena. Tous deux descendirent par les escaliers de secours avec le flot de personnes. Et entre le 10e et le 9e étage, la file se bloqua quelques secondes car une porte de sortie était coincée. Camille se retourna et leva les yeux, et Ronan regardait en bas. 6 ans compressés en une seule seconde. Elle le reconnut immédiatement. Toujours grand, toujours ses yeux gris froids, toujours le costume noir comme la dernière fois qu'elle l'avait vu. Mais maintenant, il y avait de légères rides au coin de ses yeux et une fine mèche d'argent à sa tempe qui n'était pas là il y a 6 ans. Il la reconnut aussi, mais pas la jeune fille dont il se souvenait. Camille se tenait devant lui en chemisier blanc à col montant et pantalon. Ses cheveux étaient attachés en un chignon soigné. Un badge d'identification sur sa poitrine indiquait Olympia Services et sous le nom de l'entreprise, un seul mot, propriétaire. Son dos était droit. Ses yeux ne se baissèrent pas. Elle n'était plus la gouvernante en uniforme noir, et ils le savaient tous les deux. Camille, dit-il, et elle n'avait jamais entendu ce ton de sa part auparavant. Pas autoritaire, pas froid, presque stupéfait. Monsieur Marchetti, répondit-elle, polie, calme, correctement distante. Puis elle se retourna et continua de descendre les escaliers avec la foule. Quand tout le bâtiment se rassembla dans le hall, attendant que les techniciens confirment que c'était sûr, Ronan se tenait près des portes vitrées, regardant la rue. Mais ses yeux n'étaient pas sur la rue. Ses yeux étaient sur le coin gauche du hall où une petite fille aux cheveux noirs était assise sur une chaise d'attente à côté d'une des employées de Camille. Ses jambes se balançaient au-dessus du sol, un crayon à la main, alors qu'elle dessinait dans un petit carnet. L'école était fermée aujourd'hui et Camille n'avait personne pour garder sa fille. Alors Amelia était venue avec elle. L'enfant leva les yeux comme si elle sentait que quelqu'un la regardait. Et ses yeux gris-vert rencontrèrent les yeux gris de Ronan à travers le hall bondé. Amelia n'avait pas peur, n'était pas timide. Elle le regarda seulement avec la pure curiosité d'une enfant de 5 ans, puis baissa le regard et retourna à son dessin. Mais Ronan ne pouvait pas baisser le regard et retourner à quoi que ce soit. Il se tenait là, dans le hall de son propre bâtiment, entouré de centaines d'employés. Et il se sentit comme si quelqu'un avait aspiré tout l'air de ses poumons. Car cet enfant n'avait pas seulement des yeux comme les siens. Elle était sa copie miniature. Et maintenant, il savait que la photo en ligne n'avait pas menti. Les chiffres n'avaient pas été faux. Le morceau de plastique dans le tiroir avait été réel. Et la vérité était assise à 10 pas de là, dessinant avec un crayon dans un petit carnet. Complètement inconsciente que l'homme qui la fixait, les poings serrés, était son père biologique. 2 jours après la rencontre dans l'escalier d'évacuation, Camille reçut un appel de l'assistante de Ronan. Elle l'invitait à une réunion pour examiner le contrat de service de nettoyage dans le bureau privé, au dernier étage de l'immeuble de River North. C'était une explication raisonnable, une procédure standard, mais Camille sut immédiatement qu'il ne s'agissait pas du contrat. Elle accepta car elle ne fuyait plus. Cet après-midi-là, elle vint à l'immeuble vêtue d'un blazer bleu marine, les cheveux en chignon bas, sans bijoux, rien d'inutile. L'ascenseur la transporta au plus haut étage. Et quand les portes s'ouvrirent, elle vit un large couloir pavé de pierres grises. Des murs de verre du sol au plafond révélaient tout l'horizon de Chicago. La rivière Chicago serpentait en dessous comme une traînée d'argent entre des forêts de gratte-ciel. L'assistante la conduisit dans une salle de conférence privée, puis ferma la porte. Ronan était déjà là. Pas de costume aujourd'hui, seulement une chemise noire avec les manches retroussées. Et c'était un petit détail que Camille remarqua instantanément. Car Ronan Marchetti portait toujours un costume comme une armure. Et le fait qu'il l'ait enlevé signifiait qu'il essayait de paraître moins menaçant. Et cette intention même lui dit que cette conversation irait bien au-delà d'un contrat de nettoyage. Pendant les 15 premières minutes, ils parlèrent de travail.
Ronan posa des questions sur la qualité du service, la fréquence de supervision, les procédures de contrôle. Camille répondit avec précision, professionnellement, ni plus ni moins. Elle dirigeait Olympia Services depuis assez longtemps pour savoir comment s'asseoir en face du pouvoir sans trembler. Et Ronan remarqua qu'elle n'était pas la femme dont il se souvenait. Puis il posa son stylo sur la table, ce toutes quelques secondes. Et quand il reprit la parole, sa voix changea complètement. Ce n'était plus la voix d'un PDG évaluant un fournisseur. Il y a 6 ans, le jour où tu as quitté ma maison, tu étais enceinte. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. Camille ne s'y pas, ne pâlit pas, ne lui donna aucune réaction dramatique qu'il aurait pu attendre. Elle soutint son regard et resta silencieuse assez longtemps pour qu'il comprenne qu'elle choisissait ses mots, pas qu'elle paniquait pour trouver une réponse. La vérité ne vous importait pas il y a 6 ans, Monsieur Marchetti. Pourquoi est-ce que ça importe maintenant? La phrase frappa Ronan comme un coup qu'il ne pouvait pas dévier. Non pas parce qu'elle avait tort, mais parce qu'elle avait tellement raison. Il n'avait rien à redire. Il y a 6 ans, il n'avait pas voulu l'entendre, n'avait pas eu besoin de l'entendre, ne lui avait pas donné la moindre chance de parler. Il prit une inspiration et fit quelque chose qu'il n'avait presque jamais fait en 37 ans de vie. Devant personne, j'ai eu tort. 3 mots, plus courts que n'importe quel ordre qu'il ait jamais donné, mais plus lourds que tous. Camille ne réagit pas extérieurement. Mais à l'intérieur d'elle, quelque chose changea, car c'était la première fois qu'elle entendait cet homme admettre une faute. Et elle savait qu'avec sa nature, ces 3 mots étaient plus difficiles que n'importe quelle négociation de vie ou de mort dans le monde souterrain. « Je sais pour Gianni, continua-t-il. Je sais que l'argent, ce n'était pas toi. Je sais tout et je le sais trop tard. » Camille ne dit rien. Elle attendit car elle savait qu'il n'avait pas fini. Ronan se pencha en avant, sa voix baissant encore. « Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre, Camille. Si cet enfant porte le sang Marchetti, que tu le veuilles ou non, que tu la caches aussi longtemps que tu le pourras, elle est en danger, un danger que tu ne peux pas voir. J'ai plus d'ennemis que tu ne le penses, et qu'il n'épargne pas la famille. » Camille sentit le sang se glacer dans ses veines. Pendant 6 ans, elle avait fui le nom Marchetti pour cette raison exacte, parce qu'elle savait à quel point ce monde était dangereux, parce qu'elle avait frotté du sang sur les carreaux du couloir et avait compris que la violence n'était pas une exception dans ce monde, c'était de la règle. Mais elle réalisa aussi que 6 ans de cachette n'avaient rien changé. Le sang ne disparaissait pas parce qu'elle le voulait. Les yeux gris-vert d'Amelia seraient toujours là, et si quelqu'un était assez curieux pour regarder de près, le lien ferait surface, que l'acte de naissance laisse la case du père vide ou non. « Amelia n'est pas une pièce d'échec, dit-elle, la voix ferme, mais les mains serrées sous la table. Elle n'est pas une propriété, elle n'est pas une faiblesse, elle n'est pas une cible, elle est ma fille. » Est-ce qu'elle est aussi ma fille? La question resta en suspens entre eux, entre la pièce de verre surplombant Chicago, entre 6 ans de silence. Camille le regarda longuement. Il n'y avait pas de haine dans ses yeux, pas de faiblesse, seulement la vérité qu'elle avait portée seule pendant 6 ans. Et maintenant, elle était trop lourde à porter seule. « Oui, dit-elle, Amelia est ta fille. » La pièce devint silencieuse. L'horizon de Chicago scintillait derrière la vitre, comme si le monde extérieur n'avait aucune idée qu'à l'intérieur de cette pièce, une vérité qui venait d'être dite avait changé la vie de 3 personnes pour toujours. Ronan retourna au manoir de Gold Coast en silence. Pas de radio, pas d'appel, pas d'ordre donné à qui que ce soit. Pour la première fois depuis des années, il conduisit lui-même au lieu d'utiliser un chauffeur. Car il ne voulait pas que quiconque voie son visage en ce moment. Il se gara dans le garage, traversa le couloir sombre, sans allumer de lumière, alla directement dans son bureau et ferma la porte. Il s'assit dans son fauteuil familier, se versa un verre de whisky de la bouteille de Macallan sur l'étagère, posa le verre sur le bureau, puis ne le toucha pas. Sa main droite ouvrit le tiroir, sortit le morceau jauni du test de grossesse et le plaça à côté de l'écran du téléphone, montrant la photo d'Amelia que Yolena avait trouvée. Le fragment de plastique et la photo étaient côte à côte sur le bureau en chaîne. L'un, preuve d'une vérité qu'il avait ignorée il y a 6 ans. L'autre, la conséquence de cette vérité. Un enfant de 5 ans avec ses yeux et le sourire de sa mère. Il fixa la photo et commença à compter.
5 anniversaires où il n'était pas là. 5 matins de Noël où elle s'est réveillée et ce n'était pas lui qui laissait des cadeaux sous le sapin. Son premier pas, il ne l'a pas vu. Son premier mot, il ne l'a pas entendu. Son premier jour d'école, il n'était pas à la porte. Les nuits où elle avait de la fièvre, il n'est pas resté éveillé. Les fois où elle laisse tomber, il ne l'a pas rattrapé. 5 ans, jour après jour, moment après moment. Tout cela s'est passé sans même qu'il sache que ça existait. Et maintenant, tout s'accumulait devant lui comme une sentence qu'aucun avocat ne pourrait alléger. Il regarda le morceau de plastique. Il se souvint du son de sa rupture dans ce bureau il y a 6 ans. À l'époque, il avait demandé « Qu'est-ce que c'est ?» d'une voix négligente. Puis il était retourné à son ordinateur portable. S'il s'était levé, avait ramassé les morceaux, regardé de près, posé une question de plus, une seule, tout aurait été différent. Mais il ne l'a pas fait, car il était Ronan Marchetti, l'homme qui contrôlait tout, sauf la capacité d'écouter quand c'était le plus important. Il resta assis dans le noir, la lumière du lampadaire filtrant par la fenêtre et dessinant une bande pâle sur le verre de whisky intact. Et il sentit quelque chose monter dans sa poitrine. Chaud, lourd, inconnu. Il ne le reconnut pas au début, car c'était un sentiment qu'il avait enfoui profondément depuis l'enfance. Depuis que son père lui avait appris que les larmes étaient pour les faibles, et que les faibles n'existaient pas dans la famille de Marchetti. Mais ce soir, personne ne regardait. Pas d'ennemis, pas d'alliés, pas de garde du corps. Seulement lui et la photo d'une fille de 5 ans qui n'avait jamais su qui était son père. Une larme coula sur sa joue droite. Il l'essuya immédiatement du dos de sa main. Rapide, décisif, le réflexe d'un homme entraîné à cacher tout signe de faiblesse. Mais cette larme était réelle et il savait qu'elle était réelle. À 15 miles de là, dans l'appartement de Pilsen, Camille était assise sur le bord du lit d'Amelia, la regardant dormir. L'enfant était allongé sur le côté, les bras enroulés autour d'un vieil ours en peluche. Ses cheveux noirs s'étalaient sur l'oreiller, sa respiration était douce et régulière. La petite chambre était si paisible que Camille pouvait entendre le ventilateur de plafond tourner lentement et le cri des chats errants dans la ruelle. Elle avait construit cette paix en 6 ans, avec de la sueur, des larmes, des nuits à marcher 40 minutes dans la neige. Amelia avait des amis, une école, tante Polar, une routine stable. Tout ce dont un enfant avait besoin, sauf un père. Et maintenant, ce père savait qu'elle existait. Camille avait peur. Pas peur que Ronan fasse du mal à Amelia, mais peur que son pouvoir n'écrase le petit monde qu'elle avait construit. Ses avocats étaient meilleurs que tous ceux qu'elle pourrait se payer. Son argent était plus que tout ce qu'elle pourrait gagner dans une vie. S'il voulait la garde, elle n'aurait aucune chance au tribunal. Mais ensuite, elle regarda Amelia et se souvint de la question que sa fille posait chaque année à la fête des pères, quand l'école leur faisait faire des cartes pour leur papa. « Maman, à qui je donne la mienne ?» Chaque fois qu'elle l'entendait, son cœur se serrait, et chaque fois elle disait « Fais-en une pour tante Polar ». Puis elle se détournait pour qu'Amelia ne voie pas ses yeux rougir. Amelia avait le droit de savoir qui était son père. Camille le savait, même si cela allait à l'encontre de tous ses instincts protecteurs. Elle se pencha, embrassa le front d'Amelia, puis alla dans le salon et s'assit seule dans le noir. De la même manière que Ronan était assis seul dans le noir de l'autre côté de la ville. 2 personnes déchirées entre le passé et l'avenir, entre la peur et la responsabilité, entre la fierté et une vérité qu'ils savaient tous deux ne plus pouvoir être enterrés. 3 jours après cette nuit la plus longue, Ronan appela Camille. Il fut direct, sans détour. Il dit qu'il voulait un test ADN. Non pas parce qu'il doutait de sa parole, mais parce qu'il avait besoin d'une base légale avant d'entrer dans la vie d'Amelia sous quelque forme que ce soit. « Je ne veux pas arriver avec des mots, dit-il. Je veux arriver avec la responsabilité. Et la responsabilité a besoin de paperasse. » Camille resta silencieuse quelques secondes au téléphone. Elle n'avait rien à cacher et qu'elle comprenait aussi que dans le monde juridique américain, un test ADN était la première étape pour établir une paternité légale. Quelque chose qu'elle craignait mais qu'elle n'avait pas le droit de refuser à sa fille. « D'accord, dit-elle, mais à mes conditions. Le laboratoire est mon choix, pas le vôtre. » Ronan accepta sans hésitation. Le test fut effectué dans un laboratoire privé de Lakeview que Camille avait trouvé en ligne. Neutre, non connecté à quoi que ce soit, portant le nom Marchetti. Les cellules de la joue d'Amelia furent prélevées avec un écouvillon.
Elle pensa que c'était juste un contrôle de santé normal et ne posa pas d'autres questions. Les résultats prirent 2 semaines. Ces 2 semaines furent les plus longues pour tous les deux, pour des raisons différentes. Camille les vécut dans un état mi-normal, mi-attente. Les matins, elle emmenait Amelia à l'école. Les après-midi, elle supervisait les contrats. Les soirs, elle cuisinait et lisait des histoires à sa fille. Tout était encore pareil. Mais sous cette surface stable se trouvait la conscience que leur vie était sur le point de changer et qu'elle ne pouvait pas contrôler la direction que cela prendrait. Ronan utilisa ces 2 semaines pour en apprendre davantage sur Amelia. Pas de manière intrusive, mais à travers les traces qu'elle laissait dans le monde que n'importe qui pouvait voir. Le site web de l'Académie Arosco publiait des photos d'élèves lors d'activités. Amelia apparaissait sur une photo de compétition de mathématiques de classe, debout au premier rang, avec une médaille en papier sur la poitrine. Sur une autre photo, elle se tenait dans la cour de l'école à côté d'un garçon plus petit, une main sur son épaule dans une posture protectrice. La légende disait « Amelia Reyes a été félicitée par son professeur pour avoir aidé un nouvel élève à s'intégrer dans la classe. » Ronan fixa cette photo pendant un long moment. Sa fille protégeait quelqu'un de plus faible. L'opposé complet de ce qu'il avait fait il y a 6 ans. Mais le détail qui lui donna vraiment froid dans le dos vint d'un petit article sur le site web du Centre communautaire de Pilsen, où ils avaient organisé une journée des carrières pour les enfants. On demanda à chaque enfant ce qu'il voulait être quand il serait grand. À côté du nom Amelia Reyes, 5 ans, la réponse était écrite mot pour mot. « Je veux construire une maison que personne ne peut casser. » Ronan le lut, puis le relut. Marchetti Holdings, l'empire que son grand-père avait construit, que son père avait étendu et qu'il dirigeait maintenant, était construit à sa base sur la construction, sur l'immobilier, sur l'érection de structures de béton et d'acier. Et un enfant qui n'avait jamais su qu'il était de son père, qui n'avait jamais mis les pieds dans un bâtiment portant le nom Marchetti, voulait construire des maisons. Le sang n'avait pas besoin d'un acte de naissance pour couler. Il trouvait son propre chemin. Les résultats du test arrivèrent un jeudi matin par un courriel sécurisé envoyé aux 2 parties. Ronan ouvrit le fichier dans son bureau. Une page, un langage scientifique froid, des chiffres statistiques. Et sur la ligne de conclusion, probabilité de paternité. 89,9%. Il connaissait déjà le résultat. Ses yeux gris verts le lui avaient dit le premier jour où il avait vu Amelia dans le hall de l'immeuble. Mais savoir et le voir imprimé en noir et blanc n'étaient pas la même chose. Car le noir et blanc transformait ce qu'il soupçonnait en ce dont il devait prendre la responsabilité. Et la page trembla dans sa main. Non pas de surprise, mais du poids de 6 ans d'absence, tombant maintenant officiellement sur ses épaules comme un indéniable 99,9%. Après la confirmation des résultats du test, Ronan appela Camille et dit qu'il voulait rencontrer Amelia. Camille posa immédiatement des conditions. Un lieu public, pas de garde du corps, personne d'autre au courant à part eux 3. Et elle le présenterait comme un ami de sa mère et rien de plus. Ronan accepta tout sans négocier, car il comprit que ce n'était pas un accord qu'il avait le droit d'exiger. Ils choisirent Millennium Park un samedi après-midi. Ronan arriva 30 minutes en avance. Il se gara à 2 pâtés de maison du parc et y entra à pied. Pas de costume, seulement un Henley noir et un pantalon sombre. Pas de Patek Philippe, car il l'avait enlevé et laissé dans la voiture. Et pour la première fois depuis des années, il se rendit quelque part sans un seul garde derrière lui. Il s'assit sur un banc de pierre près de la porte des nuages, regardant les enfants courir autour du haricot d'acier géant. Il entendait leur rire rebondir contre le ciel de l'après-midi de Chicago. Et il réalisa que c'était la première fois qu'il s'asseyait dans un lieu public, seul, parmi des gens ordinaires, sans penser à qui regardait, qui était une menace, qui nécessitait son attention. Il ne pensait qu'à une fillette de 5 ans qui allait arriver, et il ne savait pas ce qu'il était censé lui dire. Il s'était tenu devant un juge fédéral sans trembler. Il avait défié un chef de la mafia rivale sans s'éhailler. Mais la pensée de devoir parler à sa fille de 5 ans lui faisait transpirer les paumes. Puis il les vit. Camille entra par Michigan Avenue, tenant la main d'une petite fille en manteau rouge. Ses cheveux noirs étaient attachés en queue de cheval. Elle marchait d'un pas rapide et vif. Amelia regardait autour du parc avec de grands yeux gris-verts, curieuse, comme si tout était intéressant. Ronan se leva quand ils s'approchèrent.
Son cœur battait si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. Camille s'arrêta devant lui et dit d'une voix douce et normale, « Amelia, voici Ronan, un ami de maman. » Amelia leva le visage pour le regarder. Elle dut pencher la tête en arrière car Ronan était beaucoup plus grand qu'elle. Des yeux gris-verts rencontrèrent des yeux gris. Et Ronan sentit comme si quelqu'un avait touché l'endroit le plus profond en lui, l'endroit qu'il pensait avoir verrouillé il y a longtemps. « Bonjour, monsieur, » dit Amelia d'une voix claire. Pas effrayée, pas timide, seulement poli de la manière dont un enfant bien élevé salue un adulte. « Bonjour, Amelia, » répondit Ronan, et il dut forcer sa voix à rester stable car sa gorge se serra. Ils s'assirent tous les trois sur le banc de pierre. Camille resta au milieu au début, mais Amelia se déplaça rapidement pour s'asseoir à côté de Ronan, car elle voulait lui poser des questions sur le grand haricot d'acier au loin. Ronan expliqua que c'était la porte des nuages et elle hocha la tête. Puis elle lui parla de l'école, de sa meilleure amie, Lucia, du tableau qu'elle avait fait la semaine dernière en cours d'art, un grand bâtiment avec beaucoup de fenêtres. Ronan écoutait, vraiment écoutait. Pas le genre d'écoute qui attend une occasion de répondre, mais le genre qui écoute parce que chaque mot de la bouche de cet enfant était précieux. « Que faites-vous » demanda soudain Amelia. « Je construis des maisons, dit Ronan, réduisant l'empire de Marchetti Holdings à 3 mots qu'une enfant de 5 ans pouvait comprendre. « Des grandes maisons ou des petites » demanda-t-elle. « Les deux. » Amelia pencha la tête et réfléchit un instant. « J'aime mieux les petites maisons. Les petites maisons sont plus chaleureuses. » Camille détourna le regard car elle ne voulait pas que quiconque voie ses yeux se mouiller. Les mots d'Amelia ne visaient personne, mais ils transpercèrent chaque couche de richesse que Ronan possédait, car son manoir de Gold Coast était grand et il n'avait jamais été chaleureux. Après cela, Camille acheta une glace à Amelia et un chariot voisin. La petite fille choisit le chocolat, prit 2 bouchées, puis se retrouva avec une tache brune juste sur le bout de son nez. Amelia loucha pour regarder son propre nez et éclata de rire. Un rire clair et vif dans l'air de l'après-midi. Ronan la regarda rire et il rit aussi. Pas le sourire social qu'il portait aux fêtes, pas le sourire froid qu'il utilisait dans les négociations, mais un vrai sourire qui commençait dans ses yeux avant d'atteindre sa bouche. Le genre de sourire qu'il ne se souvenait pas d'avoir porté la dernière fois. Camille vit ce sourire et quelque chose en elle changea. Petit, silencieux, comme une porte s'ouvrant d'1 millimètre de plus. Et elle n'était pas sûre de vouloir qu'elle s'ouvre ou se ferme. Moins d'1 semaine après la rencontre à Millennium Park, le fantôme du passé revint. Gianni Marchetti ne disparut pas comme Ronan le pensait. Après avoir été chassé de la famille, dépouillé de chaque compte, de chaque point d'accès, de chaque couche de protection que le nom Marchetti offrait, Gianni dériva vers le Southside. Avec ses anciennes dettes toujours intactes et son ressentiment s'enfonçant de jour en jour, il contacta le syndicat Volkov, la même organisation mafieuse d'Europe de l'Est à qui il devait autrefois de l'argent de jeu. Et il offrit un marché simple, des informations internes sur les Marchetti en échange de protection et d'argent. Gianni connaissait le plan de sécurité du manoir de Gold Coast, connaissait l'emploi du temps de Ronan, connaissait le nom de chaque garde, connaissait les points faibles du système financier. Et il était prêt à tout vendre, mais l'information la plus précieuse que Gianni possédait ne se trouvait pas dans les registres ou les schémas de sécurité. Dans les semaines qui suivirent dans son exil, avant que Ronan ne puisse couper complètement tous les canaux, Gianni avait encore un ancien contact dans l'équipe de sécurité qui lui envoyait des SMS de temps en temps. De ces bribes de messages, Gianni apprit que Ronan se rendait récemment quelque part chaque samedi sans garde du corps, ce qui n'était jamais arrivé. Gianni suivit par curiosité et découvrit Ronan assis à Millennium Park avec une femme et une petite fille. La petite fille avait des yeux gris-verts qui correspondaient parfaitement à ceux de Ronan. Gianni n'eut pas besoin d'un test ADN pour comprendre ce qu'il voyait. L'appel arriva sur le téléphone de Ronan à 11 heures du soir un jour de semaine. Ronan reconnut immédiatement la voix de son frère. « Je pensais que tu avais dit que je n'étais plus un Marchetti, » dit Gianni, son ton amer et triomphant à la fois. « Mais il s'avère que tu as quelque chose que tu ne veux pas que quiconque sache. Une petite fille à Pilsen, des yeux comme les tiens. Ce serait dommage que quelqu'un découvre qu'elle existe, n'est-ce pas, mon frère? » Ronan ne dit rien pendant 3 secondes. Ces 3 secondes semblèrent une éternité, car en ces 3 secondes, il réalisa qu'Amelia n'était pas seulement sa fille. Elle venait de devenir une cible, exactement ce que Camille avait craint il y a 6 ans.
exactement pourquoi elle lui avait caché son enfant. Et maintenant, cette peur était devenue réalité. Il mit fin à l'appel, appela immédiatement son équipe de sécurité, ordonna à 2 hommes de surveiller l'appartement de Pilsen jusqu'à nouvel ordre. Puis il se rendit à Pilsen vers minuit. Il se gara devant l'immeuble en briques rouges où vivait Camille et monta pour la première fois les escaliers jusqu'au 3e étage. Du béton fissuré, une rampe en fer chancelante, une lumière de couloir vacillante, de la peinture écaillée exposant de vieilles briques en dessous. Ronan regarda autour de lui et sentit la honte lui transpercer la poitrine. Car sa fille avait grandi ici pendant 5 ans pendant qu'il dormait dans un manoir avec des vitres par balles et des sols chauffants. Bonnement. Camille ouvrit la porte après 3 coups, les yeux vifs de prudence, une vieille chemise de nuit, les cheveux lâchés. Quand elle vit Ronan, elle sut que quelque chose n'allait pas, car ce n'était pas le genre d'homme à se présenter à minuit sans raison. Ronan lui parla directement de l'appel de Gianni, de la menace, de la découverte d'Amelia. La réaction de Camille ne fut pas la peur, ce fut de la colère. La colère qu'elle avait retenue pendant 6 ans se déversa dans une voix basse et aiguë. C'est exactement pour ça que je n'ai jamais voulu que tu le saches. C'est le monde dont j'ai essayé d'éloigner ma fille. Et maintenant, il est à ma porte. Ronan resta immobile et encaissa, car elle avait raison. Chaque mot qu'elle disait était juste et il n'avait rien pour se défendre. Je sais, dit-il, mais peu importe à quel point tu es en colère contre moi, Amelia a besoin de protection maintenant. Laisse-moi faire ça, non pas parce que je le mérite, mais parce qu'elle mérite d'être en sécurité. Camille le regarda, debout dans le couloir usé d'un immeuble où il n'avait jamais eu à mettre les pieds. Et elle comprit que même si elle voulait lui claquer la porte au nez, le danger à l'extérieur ne disparaîtrait pas simplement parce qu'elle le souhaitait. Amelia ne doit pas savoir, dit-elle, sa voix toujours dure, mais passant de la colère à la décision. Sa vie ne change pas en surface. Pas de garde du corps l'accompagnant à l'école, pas de voiture blindée, rien qui ne lui fasse peur. Si tu veux protéger ta fille, fais-le de manière à ce qu'elle ne se sente jamais comme si elle avait besoin de protection. Ronan hocha la tête, puis retourna à Gold Coast et commença à s'occuper de Gianni de la manière dont son monde s'occupait des menaces. Yolena traça l'argent du syndicat Volkov qui allait à Gianni et le coupa en révélant à Volkov que Gianni avait déformé la valeur de ses informations pour obtenir plus d'argent, le transformant d'un atout en un escroc aux yeux de l'organisation même qui le protégeait. En même temps, Ronan envoya un message clair au syndicat Volkov par un canal intermédiaire. Toute action impliquant la famille Marchetti serait traitée comme une déclaration de guerre. Et une guerre avec la famille Marchetti était quelque chose qu'aucune organisation à Chicago ne pouvait se permettre. Volkov comprit. Gianni perdit sa protection, son financement, toutes les cartes qui lui restaient. Et 2 semaines plus tard, il quitta Chicago dans un bus de nuit en direction de l'ouest. Il disparut de la ville de la même manière que Camille avait disparu du manoir de Gold Coast 6 ans plus tôt. Seulement cette fois, la différence était que Camille était parti avec dignité et Gianni était parti les mains vides et avec un nom que personne ne revendiquerait. Après que la menace de Gianni fut gérée, les réunions du samedi à Millennium Park continuèrent. Chaque semaine, Ronan arrivait en avance. Pas de costume, pas de garde du corps à proximité. Même si maintenant il y avait 2 hommes qui surveillaient de loin sur son ordre, des hommes dont Amelia ne saurait jamais rien. Elle s'habitua à la présence de Ronan comme une partie naturelle de son week-end. Elle montrait ses notes de maths, parlait du nouveau dessin qu'elle avait fait à l'école, lui demandait tout, de pourquoi les grands immeubles ne tombaient pas à pourquoi le ciel de Chicago était si souvent gris. Ronan répondait à chaque question avec une patience qui le surprenait même lui, car le monde dans lequel il vivait n'était pas le genre d'endroit qui nourrissait la patience. Les mois passèrent et Camille observait de côté, sans interférer, mais toujours en observant. Elle vit comment Amelia commença à chercher Ronan de plus en plus. Comment l'enfant courait vers lui dès qu'elle l'apercevait sur leur banc familier. Comment elle commença à raconter des histoires à la maison qui commençaient par « Oncle Ronan a dit ». Et Camille sut que la vérité ne pourrait pas rester cachée plus longtemps. Amelia méritait de savoir. Et chaque jour de retard était un autre jour où sa fille vivait dans une demi-vérité. Camille choisit un dimanche après-midi tranquille. Elle invita Ronan à l'appartement de Pilsen. La 2e fois qu'il monta ses escaliers en briques rouges, mais cette fois non pas à cause d'une menace, mais pour le contraire.
Amelia était assise sur le vieux canapé, dessinant dans son carnet quand Ronan entra. Elle leva la tête, sourit. Oncle Ronan. Puis elle retourna à son dessin. Camille s'assit à côté d'elle. Ronan prit la chaise en face d'eux. Le salon était si petit que les trois étaient presque à portée de main. Le ventilateur de plafond tournait lentement. La lumière de fin d'après-midi filtrait par la fenêtre et se posait sur le vieux plancher en bois. Camille posa sa main sur le genou d'Amelia pour que la petite fille arrête de dessiner et lève les yeux. « Amelia, maman doit te dire quelque chose d'important. » Amelia posa le crayon, regarda sa mère, puis Ronan, puis de nouveau sa mère. Ses yeux gris-verts, sérieux au-delà de son âge. « Ronan n'est pas seulement l'ami de maman, dit Camille, sa voix calme, bien qu'elle dût serrer le genou d'Amelia pour l'empêcher de trembler. C'est ton papa. Silence, pas le silence dramatique d'un film, mais le silence d'une enfant de 5 ans traitant quelque chose de plus grand que sa compréhension. Pourtant, avec un instinct qui saisissait plus que ce que les adultes attendaient. Amelia ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle ne réagit pas de manière excessive. Elle regarda Ronan pendant un long moment, un très long moment, avec des yeux comme les siens. Puis elle demanda d'une voix petite mais claire, « Pourquoi papa n'était pas là depuis le début? » La question était simple, mais elle portait le poids de 5 fêtes des pères sans carte à donner. 5 ans à écouter ses amis parler de leur papa sans savoir qu'elle en avait un. 5 ans à voir la ligne blanche sur son acte de naissance et à ne jamais demander à sa mère pourquoi elle était blanche. Ronan ne chercha pas d'excuses, n'offrit pas de longues explications, ne blâma pas les circonstances. « Parce que j'ai eu tort, dit-il là, la voix bassesse, les yeux fixés sur sa fille. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre. » Amelia pencha la tête, réfléchissant comme elle le faisait toujours avant de parler, puis posa une autre question. « Est-ce que tu comprends maintenant? »« Je comprends, » dit Ronan, un seul mot, et cette fois, il n'avait besoin de rien d'autre, car l'enfant de 5 ans en face de lui n'avait pas besoin de raisons compliquées. Elle avait seulement besoin de savoir que maintenant son père était là, et que maintenant son père comprenait. Amelia mit le carnet de côté, se leva du canapé, fit 2 petits pas vers Ronan et le serra dans ses bras. L'étreinte fut brève, légère, 2 petits bras autour du cou d'un homme qu'elle avait appelé oncle il y a quelques mois à peine. Mais cette étreinte avait assez de pouvoir pour briser 6 ans de distance d'une manière qu'aucun mot n'aurait jamais pu. Ronan serra sa fille dans ses bras en retour, prudent, doux, comme s'il tenait la chose la plus précieuse qu'il ait jamais touchée. Parce que c'était le cas. Il n'avait pas l'habitude de serrer qui que ce soit dans ses bras. Son monde ne laissait pas de place à la tendresse. Mais quand les bras de sa fille se resserrèrent doucement autour de son cou, un instinct plus profond que n'importe quelle armure lui dit comment placer une main sur son dos et rester immobile. Camille était assise sur le canapé, les regardant. Et quand Amelia posa sa joue contre l'épaule de Ronan, Camille se tourna vers la fenêtre. Des larmes coulèrent sur son visage. Pas de tristesse, pas de peur, mais de soulagement. Parce qu'elle avait porté ce secret seule pendant 6 ans. Et maintenant, il n'était plus seulement sur ses épaules. Parce que sa fille savait enfin qu'elle avait un père, et l'enfant ne pleura pas. Elle serra dans ses bras. Et parfois, le pardon d'un enfant de 5 ans est plus simple et plus fort que n'importe quel tribunal au monde. Dans les semaines qui suivirent ce dimanche après-midi, le mot « papa » commença à apparaître dans la bouche d'Amelia comme une petite créature apprenant à marcher. La première fois qu'elle le dit, c'était au parc, si bas que c'était presque un murmure. « Papa, regarde ce que j'ai dessiné. » Et puis elle leva les yeux vers Ronan, comme si elle avait besoin de vérifier si ce mot était autorisé. Ronan hocha la tête, les yeux un peu humides, mais il se détourna assez vite. La semaine suivante, elle le dit un peu plus fort. « Papa, Lucia aime aussi dessiner des maisons, comme moi. » La semaine d'après, le mot vint aussi naturellement que la respiration. « Papa, j'ai faim. » Et Ronan réalisa que c'était le plus beau son qu'il ait jamais entendu en 37 ans de vie. La construction se fit brique par brique. Ronan commença à entrer dans la vie quotidienne d'Amelia, non pas par l'argent ou le pouvoir, mais par la présence. Quand l'Académie à Roscoe envoya une invitation pour la réunion des parents de début d'année, Camille demanda à Ronan s'il voulait y aller. Il vint, assis sur une petite chaise en plastique bleu dans la classe de maternelle.
Ses genoux lui arrivaient presque à la poitrine car les chaises étaient faites pour que les parents s'assoient à côté de leurs enfants. Entouré de pères ordinaires en t-shirt et en jeans, Ronan Marchetti semblait si déplacé que c'en était presque drôle. Il était plus grand que la plupart des gens dans la pièce, le dos droit par habitude de s'asseoir à la tête des tables de conférence. Et même s'il essayait de s'habiller simplement, sa veste en cuir italien coûtait toujours plus cher que la valeur combinée des vêtements des trois pères assis à côté de lui. Mais quand le professeur demanda à Amelia qui elle voulait présenter dans sa famille, elle se leva, pointa Ronan du doigt et dit « C'est mon papa », de la voix la plus normale et la plus fière du monde. Et Ronan ne se sentit plus déplacé. Il était juste un papa assis sur une minuscule chaise en plastique, et c'était le seul titre qui comptait dans cette pièce. Quelques semaines plus tard, Amelia ramena un dessin du cours d'art. Elle le posa sur la table de la cuisine de leur appartement de Pilsen pour que Camille le voie. Le dessin montrait une maison avec de grandes fenêtres et un toit rouge. Et devant, trois personnes se tenaient côte à côte. La plus grande à gauche, la moyenne au milieu, la plus petite à droite. Au-dessus d'eux, dans l'écriture mal assurée d'une enfant de 5 ans, Amelia avait écrit « Maman, papa et moi ». Camille le fixa longuement. Elle ne pleura pas car elle avait déjà assez pleuré, mais elle sentit quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine. Quelque chose que 6 ans à se tenir seule lui avaient fait oublier pouvait exister. Elle colla le dessin sur le réfrigérateur avec un aimant en forme de fleur, et il y resta à partir de ce jour. Puis vint le premier week-end d'Amelia au manoir de Gold Coast. Camille accepta après de nombreuses discussions avec Ronan, fixant des règles claires sur les horaires et les contacts. Ronan prépara une chambre pour Amelia. Pas une chambre de suite d'hôtel de luxe, mais une chambre avec des livres sur les étagères, une boîte de crayons de couleur sur le bureau, une couverture douce sur le lit et la lumière naturelle d'une fenêtre donnant sur le jardin. Amelia entra dans le manoir et regarda partout avec de grands yeux. Elle toucha la rampe d'escalier en bois, leva les yeux vers les hauts plafonds, traversa en courant un salon plus grand que tout l'appartement de Pilsen. Puis elle s'arrêta au milieu du long couloir et dit « Cette maison est vraiment grande, mais elle est un peu triste, papa. » Ronan, qui marchait derrière elle, s'arrêta. « Pourquoi est-elle triste? » « Parce qu'il n'y a pas de rire. » La phrase était simple, comme le sont les phrases des enfants, mais elle était plus précise que n'importe quelle analyse que Yolena ait jamais écrite, car ce manoir n'avait vraiment pas de rire. Il n'en avait jamais eu. Du temps de son père au sien, cette maison n'avait connu que des ordres, du silence et des pas sur des planchers en bois. Cette nuit-là, père et fille regardèrent un dessin animé dans le grand salon. Amelia était blottie sur le canapé à côté de Ronan, les pieds dans des chaussettes à motif de chat que Camille avait achetées dans une friperie. Au milieu du film, Amelia leva la tête et demanda à Ronan d'une voix endormie mais sérieuse. « Papa, est-ce que tu regrettes? » Ronan baissa les yeux sur sa fille. « Oui. »« Regretter quoi? De ne pas avoir écouté ta maman quand elle avait besoin que je l'écoute. » Amelia réfléchit un instant, ses yeux gris-vert clignant lentement de sommeil. Puis elle dit « Alors c'est bon, parce que maintenant tu écoutes. » Et elle se retourna vers le film comme si elle venait de résoudre un simple problème de maths. Mais pour Ronan, ce n'était pas simple. C'était le pardon. Pas le genre conditionnel que les adultes offrent, mais le pardon entier et sans réserve d'un enfant qui croit plus au présent qu'au passé. Et il resta assis là, dans le salon de sa propre maison, et entendit des rires dans ce manoir pour la première fois quand Amelia gloussa devant un personnage de dessin animé qui tombait. Et il réalisa que l'enfant de 5 ans blotti à côté de lui avait donné quelque chose que personne dans le monde de la mafia ne lui avait jamais donné. Une vraie raison de changer. Les rumeurs se répandirent vite dans la haute société de Chicago, car le monde des riches est plus petit que les gens ne le pensaient et leurs bouches sont plus grandes que leur monde. Ronan Marchetti a une fille illégitime avec une ancienne gouvernante. L'histoire voyagea d'un dîner à l'autre, d'un cocktail à l'autre, comme un divertissement de luxe. Lors d'une collecte de fonds caritative à l'Hôtel Peninsula un vendredi soir, où les hommes d'affaires et les politiciens de Chicago se tenaient côte à côte avec des verres de vin et des sourires préenregistrés, un partenaire commercial nommé Harrison Burke, propriétaire d'une société immobilière en concurrence avec Marchetti Holdings, se pencha et dit au groupe d'hommes près de Ronan
d'une voix assez forte pour qu'il l'entende. J'ai entendu dire que Marquetti joue à la maison maintenant avec la bonne et la petite bâtarde de Pilsen. Je suppose que c'est son nouveau projet caritatif. Une fine vague de rire se propagea dans le groupe. Ronan posa son verre sur le bord, se retourna et fit 2 pas jusqu'à se tenir devant Harrison Burke. Il n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin, car tout le monde autour d'eux savait que lorsque Ronan Marquetti parlait doucement, c'est là qu'il était le plus dangereux. La femme que vous venez de mentionner a bâti une entreprise de ses propres mains pendant que vous comptiez l'héritage que votre père vous a laissé. Elle est la mère de ma fille. La prochaine fois que vous parlerez d'elle, assurez-vous d'en avoir mérité le droit. Harrison Burke devint pâle. Pendant plusieurs longues secondes, personne dans la pièce ne parla, car ils comprirent tous que les mots de Ronan n'étaient pas une défense chevaleresque de l'honneur. C'était un avertissement final, le genre d'avertissement des Marquetti. Et ce genre d'avertissement ne venait pas 2 fois. Cette nuit-là, après la fête, Ronan retourna seul au manoir et pensa à ce qu'il venait de faire. Il avait publiquement reconnu Amelia devant l'élite de Chicago, avait placé la dignité de Camille au même niveau que celle de la famille, et il ne le regrettait pas. Mais en même temps, dans l'appartement de Pilsen, Camille faisait face à une peur différente. Amelia venait de rentrer de son week-end au manoir de Gold Coast, et pendant le dîner, elle n'arrêtait pas de parler de sa chambre chez papa, du grand jardin, d'une baignoire aussi grande que toute la chambre qu'elle partageait avec sa mère. Camille écoutait et souriait, mais à l'intérieur, elle se crispait. Le monde de Ronan était plus grand, plus brillant, plein de plus. Et Camille craignait que ce petit appartement de 2 chambres avec des découpes de papillons de vieux magazines sur les murs et un lit jumeau poussé contre le mur ne commence lentement à paraître petit et terne aux yeux de sa fille. Mais quand Camille borda Amelia pour la nuit, l'enfant se blottit dans son lit familier, serrant son vieil ours en peluche, et dit d'une voix endormie, « Maman, notre lit est plus chaud. Le lit de papa est grand, mais le nôtre est plus chaud. » Camille s'assit sur le bord du lit, en silence un instant, puis se pencha et embrassa le front de sa fille. Elle comprit que l'amour ne se mesurait pas en mètres carrés ou au prix des draps. Et sa fille, même à 5 ans, connaissait déjà la différence entre grand et chaleureux, entre plus et assez. À 15 000 as de là, Ronan entra dans son bureau au manoir, où le portrait de son grand-père était accroché au mur comme toujours. Grand-père Marquetti, l'homme qui avait bâti cet empire de sang et de silence, le regardait de ses yeux peints à l'huile qui ne changeaient jamais d'expression. Ronan regarda le portrait, puis baissa les yeux sur son téléphone, où le fond d'écran était toujours une photo d'Amelia souriant avec de la glace sur le nez. La photo qu'il avait mise après cet après-midi à Millennium Park. 2 images, 2 mondes. Son grand-père avait bâti un empire par la violence et le contrôle. Sa fille voulait construire une maison que personne ne pouvait casser. Et pour la première fois, Ronan pensa au changement. Non pas parce que le FBI l'y forçait, non pas à cause d'une stratégie commerciale, mais parce qu'il ne voulait pas qu'Amelia grandisse et découvre un jour qui était vraiment son père dans l'ombre. Il ne pouvait pas abandonner l'Empire. Dans le monde de la mafia, la retraite n'existait pas, mais il pouvait faire pencher la balance vers la légalité, réduire lentement le travail clandestin, construire des pare-feux plus épais entre l'obscurité et la famille, pour que quand Amelia serait assez grande pour demander ce que faisait son père, la réponse « je construis des maisons » soit plus vrai qu'un mensonge. Le changement entre Ronan et Camille n'arriva pas en un grand moment. Il arriva en centaines de petits moments empilés les uns sur les autres au fil des semaines. Il commença à l'appeler avant de prendre toute décision impliquant Amelia. De l'achat de nouvelles chaussures pour la petite fille au choix du week-end où Amelia resterait au manoir. Elle commença à répondre à ses appels sans sentir son estomac se nouer comme au début. Ils apprirent à se parler, non pas comme un employeur et une gouvernante, non pas comme un chef de la mafia et la femme à qui il avait fait du tort, mais comme 2 adultes partageant la responsabilité d'un enfant. Camille n'oublia pas le passé, et Ronan ne prétendit pas qu'il n'existait pas. Mais tous 2 mirent Amelia avant leur fierté, et c'était la seule fondation assez solide pour construire quoi que ce soit. Un soir, après une réunion de parents à l'académie à Roscoe, Ronan proposa de ramener Camille à Pilsen, car il pleuvait et elle prenait le bus. Camille hésita une seconde, puis accepta. Non pas parce qu'elle avait besoin d'un trajet, mais parce qu'elle était fatiguée de tout refuser juste pour prouver
qu'elle n'avait besoin de personne. Ils restèrent en silence pendant la majeure partie du trajet, n'échangeant que quelques mots sur Amelia, ses notes de maths, le nouveau dessin accroché dans la classe. Quand la voiture s'arrêta devant l'immeuble en briques rouges de Pilsen, la pluie s'était calmée, mais l'air était encore frais et humide, l'odeur de la terre mouillée montant du trottoir. Camille ouvrit la portière de la voiture, puis s'arrêta quand Ronan dit « Merci de ne pas m'avoir claqué la porte au nez ». Elle se retourna pour le regarder. Sous la lumière jaune du lampadaire filtrant à travers le pare-brise, le visage de Ronan ne ressemblait pas au visage froid de chef de la mafia dont elle se souvenait il y a 6 ans. Il y avait quelque chose de plus doux là. Pas beaucoup, juste assez pour qu'elle le remarque. « Je ne l'ai pas faite pour toi, dit-elle honnêtement. Je l'ai faite pour Amelia. »« Je sais, répondit-il. 2 mots, mais la façon dont il les dit, lente, calme, les yeux dans les siens, portait plus que ce que le langage pouvait contenir. Et Camille le regarda en retour avec une expression qu'elle ne contrôlait pas entièrement. Pas le pardon, pas encore. Mais pas non plus la distance absolue. C'était quelque chose entre les deux, dans l'espace entre le passé et l'avenir, entre la blessure et la possibilité de guérison. Et tous deux le sentirent dans ces brèves secondes. Personne ne se pencha, pas de baiser, pas de contact, pas de promesse. Juste un vrai moment entre 2 personnes qui s'étaient profondément blessées et qui se tenaient maintenant sur la fine ligne entre ce qui avait été perdu et ce qui pourrait être reconstruit. Camille sortit de la voiture, dit bonne nuit par-dessus son épaule, puis entra dans le bâtiment sans se retourner. Ronan resta dans la voiture, regardant la porte se fermer, ne partant pas tout de suite. Il savait que ce qui se formait entre eux n'était pas un amour de film explosif. C'était plus lent, plus lourd, plus réel. Construit sur une fondation de tort avoué et de respect appris un jour à la fois. Et peut-être que c'était la seule façon pour 2 personnes comme eux, l'un qui avait grandi en ne faisant confiance à personne, et l'autre qui avait appris à n'avoir besoin de personne, de se rapprocher sans briser la chose fragile qu'ils essayaient tous deux de protéger. Un après-midi de printemps, quand Chicago se débarrassa enfin de la peau grise de l'hiver et que le ciel était si clair qu'on pouvait voir jusqu'à l'horizon sur le lac Michigan, ils retournèrent tous les 3 à Millennium Park. Le même banc de pierre, la même porte des nuages étincelante reflétant les nuages blancs, les mêmes rires d'enfants se répandant sur l'herbe. Mais tout était différent. 6 ans plus tôt, Camille était sortie du manoir de Gold Coast sous la pluie, les mains vides et une vie cachée dans son ventre. Maintenant, elle marchait à côté de l'homme qui l'avait renvoyée, non pas parce qu'elle avait oublié, mais parce qu'elle avait choisi de continuer à avancer. Amelia courait devant, les cheveux noirs volant au vent, ses baskets tapant contre le chemin de pierre. Son rire éclatant se propageait dans l'espace entre les gratte-ciels. Ronan et Camille marchaient lentement derrière elle. Ils ne se tenaient pas la main, n'étaient pas bras dessus, bras dessous, seulement côte à côte, avec une distance assez proche pour que leurs épaules se frôlent presque et assez loin pour qu'ils puissent tous les deux respirer. Camille regarda sa fille courir et dit, sa voix calme comme si elle parlait de la météo, mais chaque mot portant le poids de 6 ans. « Tu t'en rends compte? Ce jour-là, dans ton bureau, a été le pire jour de ma vie. Mais c'était aussi le jour où tout ce que j'ai maintenant a commencé. » Ronan fit quelques pas de plus en silence avant de répondre. Et c'était le jour où j'ai perdu la chose la plus précieuse sans même le savoir. Aucun d'eux ne dit rien de plus, car ils n'en avaient pas besoin. Le passé était là, non effacé, non nettoyé. Mais ce n'était plus un mur entre eux. C'était une fondation, laide et fissurée, mais assez solide pour construire quelque chose de nouveau par-dessus. Amelia s'arrêta près du bassin qui reflétait le ciel, se tourna pour les regarder marcher lentement derrière elle, puis revint en courant. Les cheveux lâchés, les yeux gris-vert brillants sous le soleil de fin d'après-midi. Elle prit la main de sa mère avec sa gauche et celle de son père avec sa droite. « Dépêchez-vous, le dernier arrivé doit payer la glace. » Et elle les tira plus vite. Et ils marchèrent toutes les 3 ensemble le long de l'eau, pas une famille parfaite, pas une fin de conte de fées avec un baiser dans un château, mais 3 personnes qui avaient été blessées, qui avaient fait des erreurs, qui avaient perdu des choses, et qui avaient choisi de grandir ensemble au lieu de laisser le passé les maintenir là où ils étaient. Parfois, nous croyons que perdre le contrôle est la pire chose qui puisse arriver. Mais la chose la plus dangereuse n'est pas de perdre le contrôle.
C'est de ne pas écouter. Ne pas écouter quand quelqu'un essaie d'expliquer. Ne pas écouter quand la vérité se tient juste devant vous. Ne pas écouter quand la fierté parle plus fort que le cœur. Camille a perdu son travail, mais a trouvé une force qu'elle ne savait pas avoir. Ronan a perdu 6 ans, mais a appris à être un père. Quelque chose qu'aucun pouvoir ni argent ne pourrait jamais enseigner. Et Amelia a grandi en comprenant que l'amour n'est pas quelque chose que l'on peut acheter avec un manoir ou une voiture de luxe. Il se prouve par la présence, par la patience, par les samedis après-midi, sur un banc de parc et les questions répondues honnêtement. Les erreurs ne nous définissent pas pour toujours si nous avons le courage de les admettre et de changer. La responsabilité n'est pas quelque chose que l'on achète avec de l'argent. C'est quelque chose que l'on prouve par des actions quotidiennes. Et les secondes chances existent, non pas parce que nous les méritons, mais parce que quelqu'un est assez généreux pour ouvrir une porte qu'il aurait eu toutes les raisons de fermer. Et vous qui écoutez cette histoire, souvenez-vous de ceci. Ne prenez jamais de décision sans écouter d'abord. Ne laissez pas la fierté décider pour vous. Ne jugez pas quelqu'un sur ses circonstances, car vous ne savez pas ce qu'il a survécu juste pour se tenir là où il est. La vie rend toujours ce que vous plantez. Et l'amour, peu importe depuis combien de temps il a été enterré, trouve toujours un moyen de se reconstruire sur les décombres si vous lui en donnez la chance. Si cette histoire vous a touché, je veux savoir ce que vous avez ressenti. À quel personnage vous êtes-vous identifié? Avez-vous déjà dû prendre une décision sans être entendu? Ou avez-vous déjà été celui qui a refusé d'écouter et l'a regretté plus tard? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous, car chaque témoignage que vous apportez est précieux et je veux vous écouter du plus profond de mon cœur. Si vous avez trouvé cette histoire pleine de sens, s'il vous plaît, mettez un j'aime et partagez cette vidéo avec les gens que vous aimez. Car quelqu'un, quelque part, a peut-être besoin d'entendre exactement cette histoire à ce moment précis. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant et activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez pas les nouvelles histoires chaque jour. Parce qu'ici, chaque histoire porte une leçon qui peut changer votre façon de voir la vie. Je souhaite à vous tous qui regardez cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et la paix au quotidien. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la toute fin. Au revoir et à la prochaine vidéo.